Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire dédié à Revit 2025. Vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints ce matin. Moi, je suis Arnaud, chargé d'études. J'ai travaillé de longues années sur la suite Autodesk, dans AutoCAD et Revit à ses tout débuts. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de Revit 2025 ainsi qu'une vue d'ensemble sur l'outil pour l'architecture, l'ingénierie et la construction, suivi d'une session de questions-réponses. Je finirai ensuite à la fin par vous présenter un tout petit peu notre centre de formation F3DF et je vous inviterai à répondre à un tout petit sondage à la fin. Donc là, je vais donner la parole à Marie-Alice. Marie-Alice qui est diplômée en architecture et expert Autodesk, qui a fait de Revit son cheval de bataille, n'est-ce pas? C'est Marie-Alice ça. est également formatrice au sein des équipes F3DF. Donc Marie-Alice, bonjour. Bonjour. Donc je vais te Bonjour à laisser tous. la parole et je vais te laisser présenter Revit 2025 ainsi que les fonctionnalités globales de l'application. Tu es la main, Marie-Alice. Merci Arnaud. Je t'en prie. Alors, je prends la main. On va partager pour commencer. Voilà. Alors, bonjour à tous, bienvenue à tous. On va parler du coup dans ce webinaire, on va reprendre l'aspect BIM de la maquette Revit et ensuite on va parler du système de collaboration. Alors, le système ou les systèmes, on verra qu'il y a différentes façons de collaborer dans Revit. Et ensuite, on passera aux nouveautés de la partie Revit Architecture 2025, donc la toute nouvelle version de Revit. Alors, ceux qui travaillent sur Revit, vous le savez déjà. Ici, je vous montre une maquette 3D. Vous savez qu'on laisse tomber le dessin traditionnel 2D et on a une maquette 3D qui construit virtuellement des bâtiments entiers. Il y a aussi l'aspect BIM, donc ce qui signifie que c'est une base de données intelligente qui va évoluer avec votre projet tout au long du cycle de vie de votre projet. Donc c'est du BIM, de Building Information Modeling. Ici, sur une maquette, si je clique sur un mur, vous voyez qu'il est porteur de tout un tas d'informations. Alors là, c'est les informations de l'occurrence du mur. Donc son niveau, sa hauteur. Si on clique ici dans modifier le type, on a sa structure, on a les propriétés analytiques, on va avoir le coût, etc. Donc toutes les caractéristiques et des paramètres qui sont intelligents. Et ça, bien entendu, c'est pas le cas uniquement pour les murs, mais c'est le cas aussi pour les portes, les fenêtres, le mobilier, tout ce qui est dans votre fichier Revit et tout ça est repris dans des nomenclatures. Je vous montre. Si on ouvre une nomenclature, ici, prenons la nomenclature des murs. Là, on a choisi de la classer par type de mur. Donc, tous les mêmes types de murs sont regroupés les uns avec les autres ensemble. On a le mètre linéaire de chaque type de mur, la surface du mur et le matériau. Ici, par exemple, prenons celui-ci, vous voyez, mur de base béton plus isolant plus pierre. On a un ensemble qui fait 94 mètres carrés. Et si je fais une petite modification en plan, on va aller se mettre en plan niveau 0, une modification rapide, hein. Juste ici, disons que je réduis un peu le mur et que je retourne voir en nomenclature, on a directement l'information qui a été modifiée. Donc tout le modèle est intelligent et c'est vraiment une base de données vivante de votre bâtiment. Par vivante, j'entends que les modifications apportées se répercutent à tous les niveaux, mais pas que. Le fait qu'on puisse gérer le bâtiment aussi tout au long de son cycle de vie. Donc on est un bâtiment existant, on veut faire des démolitions et on veut faire une nouvelle construction. Tout est là dans le même fichier Revit. Alors, pour beaucoup d'entre vous, sans doute, vous travaillez peut-être pour le moment sur AutoCAD. Bien entendu, si je vous les mets côte à côte, on voit qu'il y a une grande différence entre AutoCAD et Revit. Dans AutoCAD, tous les éléments sont des lignes, des blocs
éventuellement des attributs pour avoir quelques informations en plus, mais on va pas beaucoup plus loin. Et même si on parle d'AutoCAD 3D, on a des éléments en 3D, des volumes en 3D, mais ce n'est pas comme dans Revit, des éléments intelligents qui vont être porteurs des informations tout au long du projet. Donc c'est vraiment, Revit a une approche très différente du projet et c'est deux outils qui peuvent tout à fait se compléter. Ici, je vais vous montrer, prenons par exemple dans Revit, on va aller au niveau 2, ici. Alors, imaginons que vous êtes sur AutoCAD et on veut modifier une porte. Bon, bien entendu, on va la modifier en plan, il va falloir la modifier en coupe. Il va falloir pas oublier de la modifier dans toutes les coupes, dans toutes les données, etc. Donc, dans Revit, on n'a pas ce problème-là. Si je vous ouvre la coupe à côté, ici, je vais vous mettre ça proprement l'un à côté de l'autre, ce sera plus clair. Voilà, donc c'est cette porte-ci et ici en plan, cette porte. Là, on a une porte de 73, je veux la passer en 83. Alors ça a été rapide, mais on a vu que ça s'est mis à jour et en plan et en coupe. Et je sais que ça s'est aussi mis à jour dans mes nomenclatures. J'ai pas de problème avec ça. Pas besoin d'aller vérifier ou de s'inquiéter de modifier tous nos documents quand on fait une modification en plan. On peut changer aussi l'entrebâillement de la porte, on est d'accord. À Oui, l'intérieur ou à l'extérieur. oui, on peut changer l'orientation. Alors, tant qu'à faire, je vous le montre Bah, ici, parfait, nickel. directement, dans le sens. Et on voit que ça se met à jour dans la coupe à côté, sans avoir à y toucher. Alors, ça peut paraître peut-être un petit peu, sembler un peu complexe de passer d'AutoCAD à Revit, mais pour moi, vraiment, c'est une opportunité unique d'optimiser votre travail. Vous pouvez commencer doucement par les bases, vous former sur les bases de Revit, comprendre qu'est-ce que le BIM, en quoi ça va améliorer mon travail, en quoi ça va m'aider tout au long, et pas à pas aller vers plus de complexité. Donc, vous pouvez imaginer utiliser vos plans DWG dans un fichier Revit et monter des petits projets. Donc, comme ça, vous partez d'une base qui est connue, on met un DWG en fond dans Revit et on le monte. Et ensuite seulement, vous créez vos propres projets de zéro dans Revit. Allez-y vraiment pas à pas pour ceux Pas à pas. qui veulent évoluer vers Revit. Si je prends sur Revit, c'est l'occasion de vous montrer. Alors, l'arborescence ici. Retrouver quand on l'a fermé, bien entendu. Voilà. Vraiment pour le niveau 0. Ici. Disons que, par exemple, là, dans cet angle, on a un toilette dans l'angle et qu'on veut le dessiner. On l'a déjà en DWG. Toutes les dimensions, tout est déjà fait. On peut venir l'insérer directement en fond. Donc, comme ce que je vous disais juste précédemment. On va venir lier CAO. Je vais cliquer sur mon DWG. Je le fais ouvrir. Et là, il est venu se mettre en fond. Alors, il est venu se mettre directement, voilà, ici. Et je peux venir aimanter mon dessin Revit sur le fond des WG. J'ai pas besoin de repartir, refaire les dimensions. Prenons architecture mur, et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est 150. Ça veut dire que ici, on voit avec le petit carré rose, il vient me proposer cet angle du DWG. Et je peux dessiner mon mur. Alors, dans l'autre sens, voilà, pareil ici. Et je peux venir dessiner, pareil, sur le fond, ce dernier morceau. Alors là, j'ai juste fait les murs pour vous montrer, ce qui veut dire que quand je viens décharger le fond des WG, qui était là juste en aide, hein, finalement, je le décharge, j'ai bien mes murs, strictement à la bonne dimension, une chose qui avait déjà été faite sous AutoCAD. Donc ça peut être une technique pour progressivement passer
d'AutoCAD à Revit. Dans Revit, on a aussi un point qui est très important et qui est très utile, c'est la collaboration. Alors, la collaboration entre collègues d'une même entreprise ou carrément entre bureaux d'études, architectes, l'entrepreneur, les propriétaires. Tout le monde en même temps peut avoir accès à la maquette. On a deux types de collaboration. La collaboration sur serveur. Donc ça, la collaboration sur serveur, elle est plutôt du type modèle entreprise. Pour une même entreprise, ça va être suffisant. On va collaborer tous sur le même serveur et on va pouvoir travailler comme ça tous sur la même maquette. Je m'explique. On a un modèle central. Donc, ce modèle central ici, c'est la maquette de base. Et chacun vient travailler sur son fichier local. Vous voyez ici, on a représenté 3 membres d'une équipe qui travaillent sur des fichiers locaux. Ils viennent charger leurs modifications de temps à autre dans le modèle central, ce qui signifie que les autres vont aussi être capables de charger les modifs que leur collègue a faites sur le modèle. Donc, on peut imaginer travailler en même temps sur soit différentes parties d'un même bâtiment. Alors, quand on a quelque chose de très grand, quelqu'un peut s'occuper des appartements de l'aile ouest pendant que quelqu'un s'occupe des appartements de l'aile est, ou bien quelqu'un s'occupe de la structure pendant que quelqu'un est en train de s'occuper plutôt de l'aménagement ou, disons, d'un mur rideau de tel ou tel endroit dans le bâtiment. Donc ça, c'est un système vraiment très, très utile et très utilisé sur Revit pour travailler en collaboration. Et la deuxième façon de collaborer, c'est un petit peu différent, c'est la collaboration dans le cloud. Alors, je vais vous montrer d'abord dans Revit, c'est plus clair. Ici, dans l'outil collaborer, on a collaboré dans le cloud, là. Alors, en fait, quand on vient collaborer dans le cloud, on va utiliser un système qui s'appelle Autodesk Construction Cloud, l'intérieur duquel il y a tout un tas d'outils très utiles, très divers, et on peut vraiment manager tout le projet de A à Z. On a bien sûr la collaboration en temps réel dans le cloud, donc qui signifie que peu importe où vous êtes, vous pouvez collaborer ensemble. Et on a la gestion centralisée des documents. On peut partager les documents, les PDF, mettre des DWG, partager la maquette, mettre des notes. On peut vraiment faire énormément de choses. Ça se fait dans ce qu'on appelle l'Autodesk Docs. Vous voyez ici, ça c'est une vue avec un partage de fichiers sur un projet. Autodesk Build, qui est un autre outil qui là sert plutôt à la gestion de la construction en elle-même, la gestion sur le terrain. Donc là, on est plutôt axé sur gestion des problèmes, demande d'informations, les soumissions, les réunions et autres processus de construction. Vraiment là, quand on est sur le terrain, c'est disponible sur tablette et sur Android, iPhone, si je ne fais pas d'erreur. Et tous ces outils, là, je peux vous présenter peut-être un petit scénario pour voir comment ça peut se mettre en place. Tout d'abord, si on veut travailler dans l'ACC, et quelqu'un veut travailler dans l'ACC, c'est-à-dire si on veut que notre projet soit soutenu par l'ACC, on va d'abord avoir une première étape où le responsable BIM va configurer le projet dans Autodesk Docs, et lui, il va donner les accès aux différentes maquettes. Donc, la maquette architecture pour les architectes, la maquette ingénieur, etc. Il va distribuer comme ça les autorisations de maquette. Ensuite, tout le monde va pouvoir collaborer et travailler ensemble en temps réel, en simultané, partager les données. Et ça permet une chose très importante, c'est la coordination et la détection des conflits. Par exemple, si on a un tuyau et une poutre au même endroit, l'outil BIM Collaborative Pro va détecter ce conflit et on va pouvoir proposer une résolution de conflit avec notre commentaire et ça va venir flaguer dès qu'on a un problème. Donc ça, c'est vraiment une partie très intéressante pour le suivi d'un projet, le suivi des modifications, la gestion des versions
la communication entre les membres d'équipe directement dans la CC. Et aussi, ça va réduire les erreurs et les retards. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer aux nouveautés de Revit 2025 dans la partie architecture. Alors, il y a des grosses nouveautés très intéressantes, notamment au niveau de la topographie. Alors, pour ceux qui y travaillent sur Revit déjà, vous savez que la topographie a été Marie-Alice, pas mal modifiée. Oui, je te coupe un peu, hein. On a des questions. Je tenais juste à rappeler oui, à nos panélistes, hein, on répondra à toutes vos questions à la fin de la présentation de Marie-Alice. Il y a des questions assez pertinentes. Enfin, il y en a deux pour l'instant. Et on répondra à toutes vos questions et vos interrogations tout à l'heure. Allez, je te laisse reprendre, Marie-Alice. Désolé. en prie. Donc ça, c'est bien. N'hésitez pas hein, à poser des questions. Notez-les dès que ça vous vient à l'esprit. Comme ça, à la fin, on pourra revenir sur tout. Donc ici, la topographie. Vous savez que le topo solide est apparu en 2024, sur la version 2024, s'il me semble bien. Et là, on a à nouveau des améliorations vraiment intéressantes sur le topo solide. Ici, on peut faire des excavations directement avec un sol, une toiture. On peut aussi le faire avec un volume, il me semble. Ici, je vais vous le montrer avec un sol. Si on clique sur la topographie, ici, on a le petit outil qui s'appelle excaver. Donc, je vais cliquer dessus. Et ensuite, je sélectionne mon sol et j'ai directement l'excavation qui se fait précisément autour de mon sol. Une deuxième chose qui n'était pas présente avant et qui, je trouve, amenait à une imprécision sur la topographie, c'est que maintenant, on va pouvoir mettre des points à des endroits vraiment précis. Là, je vais vouloir remplir sous mon sol. Alors, j'espère que tout le monde voit bien ici. Je souhaite remplir en dessous. Il va suffire que j'aille dans ajouter un point et on a un nouvel outil ici qui s'appelle accrochage X, Y, Z. Je peux prendre cet outil et je viens ajouter un point ici. Je viens à l'angle. Ah oui, si je modifie le sol au lieu de modifier la topographie, ça fonctionnera pas. Ici, là, ici. Et si je clique dans l'angle, ma topographie vient se mettre exactement là où je le souhaite. Je vais passer pareil, vous voyez, elle a été ajustée directement. Et ça, les excavations, on peut les retrouver en nomenclature. Donc, on sait exactement combien de mètres cubes a été retiré par telle ou telle excavation. Donc, c'est beaucoup plus précis que ce qu'on avait avant. Ensuite, pour les murs, on a des choses intéressantes aussi et qui permettent d'aller plus rapidement dans le dessin. Prenons un mur ici. On a deux nouveaux outils. On a attaché auto et attaché et verrouillé auto. Alors, les deux sont un petit peu différents. Si je sélectionne rien du tout et que je veux venir mettre une contre-cloison, on va mettre juste un élément rapide de 50. Ici, je vais mettre une contre-cloison. J'ai rien sélectionné pour l'instant. Faisons comme si il n'y avait pas cette nouveauté. Je viens dessiner mon mur du bon côté. Vous voyez que le mur ici n'a pas été attaché. Donc, la porte ne coupe pas avec cette contre-cloison. Ce qu'on a maintenant, je viens de le supprimer. Si je fais attacher auto avant de dessiner mon mur, je le dessine. Ici, on voit que la porte s'est attachée, donc l'ouverture a été faite automatiquement dans la contre-cloison. Par contre, il n'est pas verrouillé. Donc, si je le décale, je peux toujours le décaler. Il ne va pas venir avec la paroi principale. Et je termine avec le attaché auto et verrouillé. Donc là, je pense que vous vous en doutez. On met un mur, contre-cloison, je clique. Alors pareil, on a la découpe, sauf que cette fois-ci, il est verrouillé. C'est-à-dire que si je le bouge,
tout va bouger en même temps. Donc, si je bouge l'élément principal, ma contre-cloison va suivre. Ça, c'est vraiment un point que je trouve très intéressant et qui fait gagner énormément. Pour les réseaux, on a eu aussi des améliorations assez intéressantes. Alors avant, pour ceux qui utilisaient les réseaux, quand on avait un réseau dans une famille, là, j'ai mis 2 chaises à l'extérieur sur la terrasse. Je vais ouvrir la famille pour vous montrer que ce soit bien clair. Ici, je prends mon niveau de référence. C'est un réseau en fait. J'ai fait une famille à l'intérieur à l'intérieur de laquelle j'ai un réseau et qui est un paramètre d'occurrence, donc qui est utilisable dans le projet. Ici, il est ici mon réseau. Et là maintenant, la petite différence, c'est que oui, on peut toujours aller 9 par exemple, 2 c'est possible, mais c'est aussi possible maintenant de mettre 1 ou même 0. Et là, faites attention. Mettez un petit élément pour pouvoir sélectionner votre réseau après, parce que sinon, on se retrouve à se demander où est notre réseau. Ça, je trouve ça utile. Ça peut être une petite modification mineure, mais c'est assez utile. Ensuite, on a, oh oui, dans l'arborescence, on a toute une nouveauté ici avec tout plein d'onglets. Donc, les vues sont dans un onglet, les légendes, les nomenclatures, les feuilles, etc. Donc c'est tout bien classé ici. C'est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait avant avec une seule et même arborescence avec tout et on doit défiler quand on a des projets énormes. C'est très long et comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Dans les feuilles notamment, on a aussi eu une autre amélioration. Je le resserre, tout le monde voit bien. On peut maintenant créer des jeux de feuilles. Ici, si je clique droit, je fais nouveau jeu de feuilles ici et je peux par exemple glisser cette présentation dans le jeu de feuilles 3. Ça permet, alors, hormis le classement et le fait que c'est beaucoup plus clair, ça permet aussi d'avoir des numéros qui se répètent, donc le même numéro de feuille qu'on ne pouvait pas avoir avant. Et ça permet aussi dans les nomenclatures de faire des tris et regroupements par jeu de feuilles. On n'est pas obligé d'avoir toutes les feuilles dans nos nomenclatures. On peut filtrer par jeu de feuilles. Et aussi une chose, alors là c'est plutôt pour les détails, mais c'est aussi une chose qui fait quand même gagner du temps, qui est plaisant à avoir. Je vous ouvre ici un détail. Là, avant, on n'était pas capable d'aligner automatiquement nos annotations. Maintenant, on peut. Donc, si je sélectionne toutes ces annotations-ci, ici, on a des alignements multiples. Donc, on peut aligner, disons, à gauche, c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, on peut distribuer verticalement. Et là, on gagne un temps fou à rendre nos documents beaucoup plus propres, surtout quand on en a beaucoup. Donc voilà pour les nouveautés. Il y en a quelques autres aussi. Et ça, c'est vraiment, je pense, les principales et celles qui sont vraiment les plus intéressantes. Je vous remercie et je pense que je vais pouvoir passer la parole à Arnaud. Je te remercie beaucoup, Marie-Alice, pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu et que ça peut lever des doutes, en tout cas, sur l'utilisation de Revit hein, pour les gens qui ont encore du mal à se lancer. Après, ça dépendra effectivement de vos projets, de vos appels d'offres. Voilà, sachez que Ouais. Revit vous permet d'économiser beaucoup de temps. D'ailleurs, je vais te poser la première question. Est-ce que Marie-Alice a comme ça un pourcentage de temps gagné, estimé, en passant sur Revit, comparé à AutoCAD? Alors, je pense que c'est une question qui mérite tout de même de dire qu'il y a un temps d'adaptation et il y a certains éléments qu'on doit faire dans Revit, comme créer un gabarit, Bien sûr. etc. Et j'ai l'impression que le gain de temps est exponentiel. Au début, on a l'impression un peu, voilà, il y a le temps d'apprentissage et il y a aussi le fait de créer son gabarit dans Revit qui va prendre un petit peu de temps. Et puis d'un coup, on va se rendre compte que vraiment, on gagne Un gap. énormément. Voilà. Oui, vraiment, vraiment. Après, au C'est du niveau 80-20, quoi. combien de temps on gagne, je sais pas, hein, je pense que je fais peut-être 2 fois plus vite sur Ouais. Revit, mais il y a aussi sur Revit énormément de choses que je ne fais tout simplement pas sur AutoCAD. Sur AutoCAD.
Très bien. Mhm. Bah, je te remercie encore, Marie-Alice. Et on passe maintenant au temps des questions-réponses. Donc, j'en ai trois. N'hésitez pas à poser des questions, hein, on répondra. La première question, c'est bonjour. Pour les DWG, où est-ce qu'on peut les trouver? Y a-t-il une bibliothèque en ligne ou est-ce que Autodesk propose actuellement des modèles déjà créés dans Revit? Donc, bah, je peux répondre si tu veux. Enfin, après, on me dira si c'est bien ça. C'est les DWG qui sont déjà été dessinés dans AutoCAD qu'on amène sur Revit pour les reprendre. Donc là, c'est lié CAO dans Insérer, hein, c'est bien ça. Je vais vérifier que c'est bien dans l'onglet insérer. Oui, c'est ça. Insérer, lier CAO. C'est ça. C'était une question de Pierre. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question et si c'était bien de ça qu'il parlait. Donc, deuxième question, quand on travaille sur un modèle sans le cloud, mais en collaboratif, on est obligé de scinder la maquette pour pas travailler en simultané sur les mêmes zones. C'est ça. Ça, c'est quand tu as parlé du cloud, de la première méthode. Mhm. Alors, quand on travaille sur un modèle sans le cloud, oui, donc en collaboratif, plutôt dans la partie sur serveur, si je comprends bien, sans le cloud. Obligé de scinder la maquette pour travailler en simultané dans les mêmes zones, c'est ça. Oui, en fait, on va venir travailler dans le work sharing, bien grand mot, et on va pouvoir attribuer des éléments à des propriétaires. C'est-à-dire que j'imagine être avec une collègue, elle va être propriétaire d'une série d'éléments d'appartements, elle va pouvoir les modifier. Mais moi, si je clique dessus, Revit va me mettre un petit message en me disant, ah, est-ce que vous voulez modifier? Il faut demander l'accord à un tel. Et inversement, moi, je vais être propriétaire d'autres éléments dans la maquette. Et là, je vais pouvoir travailler dessus. Et généralement, en fin de journée, on rend nos éléments, c'est comme ça qu'on appelle ça, au fichier central, tout se synchronise et tout le monde a accès à tout. On est d'accord, on Je parle sais bien pas si j'ai de, répondu à la question. on est d'accord, on parle bien de techniciens issus de la même entreprise, hein, dans le cloud de l'entreprise. Oui, parce que là, la question, Faut c'était plutôt préciser. sans le C'est le cloud. Donc, cloud, donc, ouais. oui, ce serait plutôt dans la même entreprise, là. Ouais. J'espère qu'on a bien répondu à la question. C'était un spectateur anonyme, il n'a pas donné son nom. Et Euh, chaque élément, après, peut être redistribué, hein. On n'est pas obligé de se dire, ah ben, on le scinde et c'est définitif. Non, non. On clique sur un mur, c'est une petite liste déroulante et on définit l'élément. On peut changer le propriétaire au fur et à mesure, pas de souci. Une autre question, Marie-Alice, pour toi. Pour la partie ACC, finalement, est-ce qu'on peut se passer d'Autodesk Navisworks pour les clashs? Je pense que... Ou est-ce que c'est juste du Hmm. dépannage? Je pense pour les clashs, je parle d'interférence peut-être ou de... Ouais, Ouais. des clashs, oui, oui, ils sortent ce que je disais par rapport au, disons, un tuyau ou une poutre. Mm. Je pense que c'est ça qu'il veut dire par clash. À mon avis, Les conflits, je crois que c'est de parler des conflits certainement ouais. que Navisworks détecte. Il me semble que tout se fait dans la partie BIM Collaborate. Donc c'est BIM Collaborate qui fait la détection éventuelle des conflits, justement. Il me semble que c'est cette partie-là. Merci Alice. Une autre question, qui doit faire le gabarit de projet? C'est le dessinateur ou le manager? Non. Alors ça, Ça va c'est une bonne dépendre question. Je pense que ça va dépendre de la taille de de la taille de l'entreprise. l'entreprise, oui. La Ouais, structure, la taille et parce puis que bah, ouais, la mm, répartition des tâches, hein, je pense surtout. mhm. Sur des petites agences, par exemple, prendre un exemple, par exemple, je me suis retrouvée à faire le gabarit. Et donc, dans ce cas-là, on a pris le temps, tout ensemble, de définir qu'est-ce qu'on avait dans le gabarit, etc. Mais j'étais dessinatrice en même temps. Mais je pense que si on travaille en entreprise, il faut que tout le monde ait le même gabarit. Pas juste un dessinateur qui va avoir son gabarit et son collègue un autre gabarit. Donc, c'est vraiment plutôt au niveau manager. Je pense que si c'était la question, je dirais plutôt au niveau de manager.
Merci Marie. Et la personne qui avait posé la question tout à l'heure sur Navisworks, je crois, ah, c'est super. Du coup, la partie du serveur sans passer par ACC protège quand même les travaux de chacun avec un message d'alerte et ça permet d'éviter les erreurs. Merci. C'était un remerciement. Une autre question. On parle toujours de Revit dans la création de la maquette numérique, mais quand on arrive sur la réalisation des travaux, je remarque que Revit bloque un peu au niveau du chantier ou du suivi. Est-ce que vous envisagez de faire un live sur le BIM, réalisation de la construction, pour suivre l'organisation des travaux? Je pense que ça rentre dans la partie ACC, on en parlait tout à l'heure, Marialis. Peut-être qu'on fera Ouais, dans la un partie webinaire sur ACC. ACC un peu plus tard dans l'année. Parce que c'est tout nouveau et Revit est vraiment en train de mettre les bouchées doubles sur cette partie ACC. On vient d'avoir des nouvelles docs là-dessus. Donc, je pense qu'on va pouvoir présenter un webinaire d'ici peu que sur l'ACC, dédié à l'ACC, sur la collaboration dans le cloud. Je pense que là, c'est plutôt un élément qui est sur Autodesk Build, mais ça permettra aussi d'aborder toutes les questions de conflits, etc., là, qui a vraiment été énormément développé les 2 dernières années. J'ai une autre question technique, hein. Comment faire apparaître les cadenas qui symbolisent le verrouillage d'éléments de côte? Je me retrouve souvent perdu avec cette fonction après un certain temps car je ne sais plus où sont positionnées mes contraintes. Le problème, je le trouve aussi bien sur les fichiers projet ou famille. Je crois en survolant, normalement, on peut faire apparaître le cadenas. Oui. Est-ce que je peux partager mon Oui, écran vas-y, vas-y. directement, comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Voilà. Alors, en fait, ici, euh, non, pardon. Ici, afficher les contraintes, mais il faudrait que ce soit en plan. Ici, on a un outil qui s'appelle afficher les contraintes. Est-ce que vous voyez ma souris tout en bas dans le ruban? Je crois qu'on voit pas Marie-Alice. Oui, c'est bon. Je la vois ta souris. Ici, afficher les contraintes. Alors là, on voit les codes qui sont verrouillés, qui sont mis en rouge, et qui sont donc mes contraintes de dessin. Et il me les met en avant. Si vous voyez la différence, si je décoche, je reviens en plan normal, je coche à nouveau, je vois les contraintes de mon dessin. Vous voyez? Et après, au niveau élément par élément, en fait, on va voir ces contraintes et ces verrouillages en cliquant sur l'élément. Alors là, j'en ai très peu de verrouillés. C'est plutôt sur des cotes. Mais en cliquant sur la cote elle-même, normalement, on voit si elle est verrouillée ou non. On voit si on a le cadenas ou non. Et l'outil en bas est très pratique. J'espère, Romain, Marie-Alice a pu répondre à ta question. Sinon, n'hésite pas à la reformuler. On se fera un plaisir Oui, d'y oui. répondre. Dernière question, enfin, dernière question, ou si vous en avez d'autres, continuez, hein. Un webinaire sur Twinmotion for Revit serait pas mal aussi. Merci pour Oui, la surtout qu'il y a des question. nouveautés sur Sur Twinmotion, 2025 pour Twinmotion. j'ai vu des vidéos vraiment pas mal à ce qu'ils font actuellement. Ah, Romain, il a répondu, je n'ai pas cette icône sur mon Revit. C'est pareil pour les familles paramétriques au niveau du cadenas. C'est comment faire Non, je n'ai apparaître le pas cette cadenas qui symbolise le verrouillage d'éléments de code. Ah, Mais il je crois vient. que c'est le cadenas que tu avais, tu sais, quand tu survoles ta ligne de code. Ouais, ouais. Dès qu'on la survole, normalement, on a. Alors, je- oui, c'est bien ça. Je vais repartager. Mais repartage, vas-y. Petite seconde. Plus simple. Dessin vaut mieux. Là, j'en ai mis une et du coup, on voit si elle est verrouillée ou non en cliquant dessus. Alors, après, si elle est désélectionnée, je vois plus le cadenas. Mais si je clique dessus, je vois le cadenas et je peux verrouiller, déverrouiller. Et c'est pareil pour les familles C'est pas que le file paramétriques. paramétrique. Alors, hmm, ouais, si Romain, tu ne vois pas cette icône sur Revit, je ne sais pas si tu pourrais partager un contact après et qu'on puisse voir exactement d'où vient le problème. C'est peut-être un problème de paramétrage de Revit lui-même.
Je donnerai de toute manière à la fin les coordonnées. Et si certains N'hésitez panélistes ont pas. des questions un peu plus complexes ou bah là, ça paraît pas complexe, mais voilà, plus technique, n'hésitez pas à vous nous appeler. Et si moi, je suis pas en mesure de répondre à vos questions, je vous dirigerai vers Marie-Alice ou vers d'autres formateurs certifiés. Je pense qu'on arrive sur la fin des questions-réponses. J'en vois pas d'autres. Parallèlement, je vais vous envoyer un sondage et je vais vous présenter rapidement, avant de se quitter, notre entreprise, ce que nous faisons, quelle est notre proposition de valeur. Je me permets, Marie, de partager l'écran. Hop. Est-ce que tu vois mon écran, Marie-Alice, toi? Oui, oui. Yes. Top. Merci beaucoup. Donc, merci. Nous sommes un centre, nous sommes un intégrateur de solutions pour l'industrie, l'ingénierie et la construction. Donc, on fait des formations. Nos activités, comme je vous disais, intégrateurs, donc de solutions principalement sur Autodesk. Et nous avons aussi un bureau d'études, il faut le savoir. Donc, comme je disais, partenaire historique d'Autodesk au service de l'industrie et de la construction. On ne fait pas que du Revit, on fait du AutoCAD, du 3ds Max, du Fusion, du Civil 3D. On fait pas mal de logiciels, enfin pas mal de formations. Donc, ça, c'est sur la partie 3D. Comme je vous disais, nous avons un bureau d'études aussi d'impression 3D sur tous vos projets que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à nous appeler. Quelques chiffres. Centre de formation, 700 sociétés qui nous font confiance. Nous avons un labo en tout de recherche et de développement. Donc, nous avons des productions de contenu en e-learning pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui préfèrent faire des formations à leur rythme. Et aujourd'hui, à ce jour, nous avons plus de 6000 professionnels que nous avons accompagnés. Donc, le logiciel phare, hein, c'est Fusion, du coup, pour l'industrie et la conception, et Revit pour la construction assistée par ordinateur. Revit qu'on vient de vous présenter. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, nous avons une plateforme en ligne sur laquelle on peut vous mettre des formations. Nous avons aussi notre centre de passage de certification en bas. Et vous voyez les petites imprimantes 3D. Comme je vous disais, on fait aussi des imprimantes 3D. Donc, on fait des formations sur mesure là-dessus, sur site, en visio ou en e-learning. Donc voilà, présentation de l'entreprise. Vous pouvez retrouver tout sur notre site internet. Il faut savoir que nous sommes un centre certifié Calliope. Nous sommes Autodesk Reseller et nous sommes aussi un centre certifié Learning Partner de chez Autodesk. Nous mettons aussi à disposition des licences, hein, donc c'est nous vendons des licences. Attention. Depuis le 13 septembre dernier, Autodesk a récupéré toute la vente de licences. Donc, nous sommes les agents qui vous mettons à disposition des licences. Donc, on va gérer vos licences pour Autodesk. Lorsque vos licences vont arriver à terme, on va reprendre cette partie pour vous. Donc, ça vous débarrasse d'un poids de vous dire ou de mettre dans un rappel quelque part, oui, il faut qu'on s'occupe de nos licences. On est là pour répondre à vos questions de gestion de licences. Quelques chiffres. Voilà. Donc, vous pouvez en charge, vous pouvez faire prendre en charge vos formations par le CPF, par l'OPCO ou encore par votre Pôle emploi. Il faut le savoir aussi. Donc, les formations, comme je vous disais, en conception, vous avez du Revit. Donc, vous avez la formation sur l'architecture. Marie-Alice, je crois que tu fais des formations sur l'architecture aussi, sur les familles paramétriques, sur MEP, CVC, MEP, ELEC. Donc, vous pouvez voir les outils de gestion comme Navisworks. Quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure sur Navisworks. On fait aussi des formations sur les relevés de scanner 3D, nuage de points et BIM Collaborate Pro. Je crois qu'on va proposer un webinaire là-dessus très très bientôt aussi, hein. J'entends souvent parler. On vous fait passer vos certifications, il faut le savoir, vos ACP, vos ACU directement sur notre centre aussi. Certification ICDL. Voilà les clients avec qui on bosse aujourd'hui. Une partie de nos clients, vous en reconnaîtrez certainement quelques-uns, dans RATP, l'ASPI, Canopé. On travaille beaucoup avec des cabinets d'architecture, des bureaux d'études.
Donc aujourd'hui, pour nous joindre, vous avez notre site internet directement pour poser des questions. Vous avez notre adresse. Nous sommes situés à Lyon, à Vèze, dans le 9e arrondissement. Et vous avez aussi notre adresse mail, hello@f3df.com. Pour ma part, mon adresse mail à moi, c'est arnaud@f3df.com. N'hésitez pas à nous écrire à Marie-Alice ou à moi. Marie-Alice, son adresse mail, c'est pareil, hein, c'est Alice, marialice@f3df.com. tout attaché, c'est ça. Donc voilà. Ah, il y a une dernière question qui est apparue. Hop, hop, hop. Ah, oui. Ah, merci, je viens de trouver un fichier Revit, je dois regarder pour un fichier RFA. Ok, c'est dommage de ne pas avoir une icône qui puisse montrer toutes les contraintes entre éléments sur des gros projets ou des familles paramétriques complexes. On se sait plus on ne sait plus où sont nos contraintes après coup. D'accord. Je pense que Alors, là, il me c'est plus semble que la Visualforce, non? c'est pareil. Oui, parce que dans le fichier RVT, c'est justement là ce qu'on a montré. Il me semble que c'est pareil dans le fichier de famille. Mais n'hésitez pas à nous contacter, par exemple marialice@f3df.com et qu'on regarde ça précisément. Voilà. Mais écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Je viens de vous lancer un sondage. N'hésitez pas à y répondre. Ça nous aide, nous, à restructurer nos webinaires ou à vous en proposer d'autres. Pendant le webinaire, vous avez émis quelques souhaits sur certaines formations ou certains logiciels. Donc, on va essayer de programmer tout ça pour nos prochains webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, répondez bien à ce sondage. C'est très important pour nous. Vous retrouvez également ce webinaire sur nos réseaux sociaux incessamment sous peu. Donc, aujourd'hui, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Un grand merci. Un grand Merci à merci tous pour d'avoir votre été attention. attentifs. Il y a pas mal de monde, hein. Franchement, ils étaient nombreux. Ouais. Il y en a qui ont commencé à quitter la réunion, mais ouais, il y a beaucoup de monde ce matin pour suivre ce webinaire. Merci à toi, Marie-Alice. Merci Arnaud Merci. et Allez, bonne journée à tous. bonne journée. Ciao, ciao.